Chers camarades de CM2, dans le cadre de notre projet commun, transmettre la Shoah à travers récits et chansons, nous, élèves de 3e 5, avons enquêté pour vous sur un petit garçon prénommé Édouard. À travers le parcours d'Édouard, nous souhaitons vous permettre de mieux comprendre le processus de la Shoah, comprendre comment une politique raciste et antisémite a conduit à un génocide de plus de 6 millions de morts, hommes, femmes et enfants en Europe. Tout d'abord, nous allons vous expliquer ce qu'est la Shoah. Le mot Shoah, à l'origine, s'écrit sans majuscule. C'est un nom commun. Il est d'origine hébraïque. Voyez ici le mot Shoah avec notre alphabet et le mot Shoah avec l'alphabet hébreu. Il veut dire catastrophe en hébreu. Shoah avec une majuscule est le mot aujourd'hui utilisé pour désigner le génocide des Juifs d'Europe. Le mot génocide vient du grec génos, qui veut dire peuple, et du verbe latin caedere, qui veut dire tuer. Un génocide, c'est donc la mort programmée et organisée par un État d'un groupe de personnes qui n'ont pas soit la même religion, soit la même couleur de peau ou soit la même culture. C'est en 1985 que le mot Shoah prend une majuscule en France. En effet, un film sort, il se nomme Shoah. Shoah est un film documentaire français sur les génocides des Juifs d'Europe. Il est réalisé par Claude Lanzmann. Le film dure près de 10 heures. Le génocide des Juifs d'Europe est aussi appelé Holocauste dans d'autres pays, aux États-Unis, en Angleterre, au Canada. Aujourd'hui, il ne reste pas de traces de la destruction car les nazis ont détruit les preuves. Il ne reste que le vide. Qu'est-ce qu'un génocide si ce n'est pas le vide, l'absence laissée par les victimes? Ici, quelques photos des lieux de mise à mort en Pologne où il ne reste que de grands espaces vides où règne le silence. D'abord, la forêt près du site de Relmo. Ici, Sobibor. Puis Belzec. On estime aujourd'hui à près de 6 millions de juifs morts durant ce génocide. Et enfin, Birkenau, où la plupart des juifs de France ont été assassinés ici. Il y a des survivants de la Shoah, environ 2500 personnes pour la France, sur environ 76 000 personnes déportées. Ils ont survécu car ils ont échappé au centre de mise à mort. En France, plusieurs musées permettent d'en apprendre plus sur la Shoah. Le plus grand se trouve à Paris, le mémorial de la Shoah. Le plus proche de nous, un musée à Orléans consacré essentiellement aux enfants de la rafle du Veldiv, musée mémorial des enfants du Veldiv, Cercil. Un musée à Pithiviers qui évoque le camp d'internement et les départs des convois. Pour vous introduire dans le parcours de vie d'Édouard, il est essentiel que vous connaissiez ses origines. Qui sont ses parents? Qui sont les membres de sa famille et d'où ils viennent? Le papa de Serge et Édouard s'appelle Solomon, Szlama en polonais, Wajenreb. Il naît le 23 mars 1898 à Varsovie, en Pologne. Environ 2000 km séparent Varsovie à Traino. Varsovie est l'actuelle capitale de la Pologne. Elle compte environ 1,8 million d'habitants à ce jour. Avant la Seconde Guerre mondiale, environ 350 000 Juifs vivent à Varsovie, soit 30% de la population. C'est la plus grande communauté juive en Europe. Varsovie est située en plein cœur de l'Europe. Le 29 septembre 1939, les troupes allemandes entrant dans la vieille ville. Et en octobre 1940, les nazis construisant un ghetto. Environ 400 000 juifs y habitent. Tous les résidents juifs de Varsovie s'installent dans une zone que les autorités séparent du reste de la ville. Les nazis entourent le ghetto d'un mur de 3 mètres de haut, surmonté de fils de barbelés. Après la Seconde Guerre mondiale, environ 11 500 juifs ont survécu. De nos jours, environ 4 500 à 13 000 membres de la communauté juive vivent en Pologne. La maman de Serge et Édouard s'appelle Sarah Suzanne Kuchelewicz. Elle naît le 19 novembre 1903 à Lida, en Lituanie, dans une fratrie de 12 frères et sœurs.
Au cours de notre enquête, nous avons remarqué sur les documents d'archives que la maman d'Édouard et de Serge apparaît avec 3 prénoms différents. Sarah, Clara, Suzanne. Nous choisissons alors de l'appeler Suzanne, car c'est ainsi que Serge, le grand frère d'Édouard, la nomme. Lida est une ville située en Biélorussie, à 170 km de Minsk, la capitale actuelle de la Biélorussie. Elle compte 101 165 habitants en 2017. Elle se situe à 2158 km de Paris et à 2213 km de Trénoux. Avant la Shoah, 9000 juifs environ vivent à Lida. Lida est un shtetl, ce mot désigne en yiddish un quartier juif. Il est beaucoup employé avant la Seconde Guerre mondiale pour faire référence aux villes ou quartiers regroupant une population majoritairement juive. Pendant la Shoah, la Wehrmacht, le nom porté par l'armée du Troisième Reich, arrive dans la ville le 30 juin 1941 après de violents bombardements qui ont fait 2000 victimes. À Lida est installé un ghetto. Un ghetto est un quartier imposé aux juifs par les autorités politiques de l'État où ils doivent vivre séparés de la population non juive. Les juifs en état de travailler partent dans plusieurs camps de travail. Le 19 septembre 1943, tous les juifs survivants du ghetto sont rassemblés et envoyés au camp de concentration de Majdanek, où ils sont assassinés. Il ne reste plus que 300 juifs dans la ville à la libération en juillet 1944. Le génocide a laissé un grand vide. Solomon et Suzanne arrivent en France avec leurs familles respectives, vraisemblablement au début des années 1920. Ils se rencontrent à Paris, puis ils se marient, le 12 septembre 1925. Grâce aux archives de Paris, plus précisément le recensement de 1931, nous savons qu'ils vivent au 10 rue Villehardouin, dans le 3e arrondissement de Paris. Une des sœurs de Solomon vit avec eux, elle s'appelle Sarah. Nous pensons qu'ils y restent quelque temps, car sur le certificat de naissance de Serge, c'est cette adresse qui est indiquée. Serge naît le 22 juin 1931 à Paris. Le 17e arrondissement de Paris se situe au nord de l'Arc de Triomphe. C'est l'un des 20 arrondissements qui forment Paris. Il comprend 5 quartiers. La famille d'Édouard habite celui de Terne. Près de chez Édouard, il y a un parc appelé Jardin Marguerite-Long, qui est probablement celui où il allait après l'école, comme sur une des photos où Édouard apparaît. Entre 1918 et 1939, de nombreux juifs viennent s'installer à Paris, car la capitale apparaît comme celle du pays des droits de l'homme. Ces nouveaux habitants contribuent au développement de l'économie française. Solomon exerce la profession de maroquinier. Il tient un magasin situé 42 boulevard Gouvion-Saint-Cyr, à Paris, dans le 17e arrondissement. Le maroquinier confectionne des objets en cuir comme des portefeuilles, des sacs à main, des porte-monnaies. Le terme maroquinier vient du Maroc, où on commence à tanner les peaux dès le XIIe siècle. En France, cet art s'est développé depuis le XVIIe siècle. Suzanne travaille dans la fourrure. Elle est mécanicienne fourreuse. Le fourreur est avant tout un artisan qui utilise les peaux tannées au naturel ou teintes, rasées ou non, pour réaliser des vêtements ou des articles en fourrure. Le fourreur est un créateur et un concepteur qui associe des techniques de couture, mais aussi différents procédés à la fourrure. Le fourreur a un grand sens de l'esthétique. Le fourreur travaille principalement pour les secteurs de l'habillement, du luxe ou de l'ameublement. Ces matériaux sont principalement utilisés pour le luxe. Est-ce que la mère d'Édouard travaillait ce type de fourrure? Nous n'en savons rien. Après 1936, la famille Weyhenreb habite au 23 rue Ruhmkorff, dans le 17e arrondissement de Paris. La vie est paisible. Solomon travaille à 400 mètres du domicile familial, tandis que Serge va à l'école publique Saint-Ferdinand, à 600 mètres de chez lui. Grâce aux archives de Paris, nous avons retrouvé Serge dans les registres de l'école.
Il y est inscrit jusqu'au cours complémentaire. Enfin, pour terminer cette partie, nous allons partager avec vous un extrait du témoignage de Serge, The Hidden Childhood, traduit de l'anglais. Celui-ci nous a été transmis par l'Holocaust Museum de Vancouver au Canada, où vit Serge depuis 1947. J'ai de bons souvenirs des années d'avant-guerre. La vie est plutôt agréable. Nous vivions en famille dans un appartement de 4 pièces. Pendant les années 30, mon père avait une bonne situation comme artisan maroquinier dans un quartier très confortable et une clientèle d'artistes bien connus. Il avait sa propre voiture et on voyageait souvent au bord de la mer pendant les vacances d'été. Bien que mes parents aient eu de nombreux amis juifs, ils n'étaient pas religieux. Mon père et sa famille étaient très opposés à la religion. Ils s'étaient intégrés à la culture française et je n'ai donc jamais mis les pieds dans une synagogue pendant mon enfance. En fait, mes parents étaient culturellement juifs, ils parlaient yiddish dans leur famille et avec leurs amis. Nous cuisinions des plats juifs traditionnels, mais ma mère cuisinait aussi à la française. On était français, comme tout le monde à cette époque. Pendant les vacances d'été, la famille Weinreb se rend aussi souvent à la ferme de la famille Poignard, à Neuvy-en-Sullias, dans le Loiret. Enfin, Édouard naît le 11 août 1939, à Neuilly-sur-Seine, en France. Comme beaucoup de familles, les parents de Serge et d'Édouard viennent d'Europe de l'Est. Ils fuient les persécutions contre les Juifs. Beaucoup pensent trouver refuge en France. Après la capitulation de la France, en juin 1940, se met en place le régime de Vichy. Il est dirigé par le maréchal Pétain. Ainsi, en France, une politique raciste et antisémite se met en place progressivement. À travers le parcours d'Édouard, nous souhaitons vous rappeler les différentes phases du processus de la Shoah. Tout d'abord, l'exclusion, puis l'arrestation, ensuite l'internement, suivi de la déportation, et enfin l'assassinat. Né en 1939, Édouard débute sa vie tout au début de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, la vie continue. Édouard grandit, il fête ses 1 an, puis ses 2 ans en 1941. Serge, son grand frère, raconte qu'il a passé beaucoup de temps avec son petit frère pendant cette période. Grâce à la famille Vanry et à l'Holocaust Museum de Vancouver, nous avons retrouvé plusieurs photographies. Mais la vie quotidienne de la famille Weinreb commence à basculer. Le processus de la Shoah se met en place. Durant la période de l'occupation, plusieurs mesures sont prises, soit par les autorités allemandes, soit par le régime de Vichy. Ce sont des lois raciales qui visent les juifs. Le 27 septembre 1940, les autorités allemandes imposent aux juifs de se faire recenser. Environ 320 000 juifs vivent en France dans les années 1940. La première loi du régime de Vichy contre les juifs date du 3 octobre 1940. On interdit aux juifs d'exercer certains métiers, professeurs, journalistes, avocats, médecins et plein d'autres. À partir de septembre 1940, à la demande des nazis, le gouvernement de Vichy donne l'ordre d'installer des pancartes « magasins juifs » ou « entreprises juives » sur les vitrines de ceux-ci. Solomon est donc contraint à cette obligation. Le mot spoliation vient du mot spolier, c'est-à-dire voler. Il signifie prendre les biens de quelqu'un. Les Juifs vont ainsi dépouiller de leurs tableaux, de leurs meubles, de leurs boutiques, de leur appartement. Dans son témoignage, Serge raconte : un jour, en 1941, un fonctionnaire du gouvernement est venu au magasin de mon père et a saisi son entreprise. Il s'est emparé de son commerce. Il a crié : « C'est maintenant à moi, ne touchez pas à l'argent, à la banque, et vous êtes dehors !» Ce jour-là, l'entreprise de mon père a été saisie par la police. J'avais 10 ans à ce moment-là, et le fait d'assister à la mise en œuvre de toutes ces lois antisémites était terrifiant. Je me sentais traqué et indigne.
L'ordonnance allemande du 8 juillet 1942 interdit aux Juifs l'accès aux lieux publics. Les enfants juifs sont exclus des parcs, des jardins ainsi que des bibliothèques. Après la mise sous séquestre de son magasin, Solomon part vivre en zone non occupée, alors que Suzanne, Serge et Édouard restent à Paris. Le 29 mai 1942, les autorités allemandes imposent aux Juifs le port de l'étoile jaune pour tous les Juifs de plus de 6 ans. Elle est mise en application le 7 juin 1942. Nous avions tous cet insigne, mauvais, sur la poitrine, sous la forme d'une étoile jaune. En tant qu'enfant, il était très difficile d'être marqué publiquement. Le fait de devoir porter l'étoile jaune a été l'un des moments les plus traumatisants. Après l'exclusion, vient la phase des arrestations lors de la rafle du Veldiv. Le Veldiv est l'abréviation de Vélodrome d'hiver. C'est un stade parisien construit en 1909. Situé dans le 15e arrondissement, il est à environ 3 km de la Tour Eiffel. Avant la guerre, s'y déroulent surtout des courses de cyclistes, des matchs de basketball, du tennis, du hockey sur glace et du patinage sur glace. La rafle du Vélodrome d'hiver est un événement qui se déroule du 16 au 17 juillet 1942 à Paris, en France. Après un accord entre le régime de Vichy et l'occupant nazi, les autorités françaises sont chargées d'organiser la rafle. C'est une opération d'arrestation des familles juives par la police française. Elles y restent enfermées pendant plusieurs jours. Les familles juives y endurent des conditions de vie extrêmement difficiles. Voici un extrait du témoignage d'Annette Muller. Nous étions installés sur des gradins, pressés contre d'autres gens, appuyant la tête sur les ballots ou les valises. En bas, sur la grande piste, on voyait des box et des gens autour qui gesticulaient. On entendait un bourdonnement de voix, comme une clameur discontinue, et sans cesse, on voyait ces mouvements désordonnés de la marée humaine sur les gradins. Au milieu du bruit, toute la journée, des haut-parleurs appelaient des noms. Il y avait de la pisse et de la merde partout. J'avais mal à la tête. Tout tournait, les cris, les grosses lampes suspendues, les haut-parleurs, la puanteur, la chaleur écrasante. 4-5 jours après la rafle, les familles présentes au Vélodrome sont transférées par train au camp d'internement de Pithiviers et de Bonne-la-Rolande dans le Loiret. En 1959, le Vélodrome est détruit. En 2017, un jardin mémorial est inauguré, dans lequel se trouve une stèle, sur laquelle sont inscrits les noms de tous les enfants morts suite à leur déportation. Suzanne et Édouard sont arrêtés lors de la rafle du Veldiv. Serge, le grand frère d'Édouard, y échappe. Voici comment. Le 16 juillet 1942, à 4 heures du matin, on frappe à la porte pour nous réveiller, ma mère, mon petit frère et moi. C'était la police. Ils étaient là pour nous arrêter. Les 2 policiers français ont dit à ma mère que nous avions 1 heure pour préparer une petite valise. Ils n'ont pas voulu nous donner d'informations sur l'endroit où nous allions ou ce qui allait se passer. Ma mère m'a prise à part et m'a dit « Tu vas t'enfuir ». Elle a regardé l'étoile jaune sur ma poitrine et l'a retirée. Je devais courir jusqu'à la station Porte-Maillot, prendre le métro, descendre à la gare d'Austerlitz, puis prendre le train jusqu'à Orléans, enfin un autobus jusqu'à Tigy pour me rendre à la ferme de nos amis les Poignards. Si on me posait des questions, j'étais censée répondre que je rendais visite à des gens de ma famille du côté d'Orléans. Cours jusqu'à la ferme des Poignards, ils s'occuperont de toi, ce sont de bons amis de la famille. Je ne voulais pas la laisser seule avec mon frère, et j'avais peur de sortir dehors avec tout ce qui se passait, mais elle me forçait vers la porte, les larmes aux yeux. J'ai pleuré quand ma mère m'a dit de la quitter. J'avais 11 ans à l'époque, alors bien sûr j'ai écouté ma mère, mais j'étais terrifiée. Je ne savais pas ce qui m'attendait et je ne voulais pas quitter ma famille. J'ai pris l'argent de ma mère et mes livres d'école et je suis partie. J'ai eu de la chance de m'en sortir. Ma mère a compris que mon petit frère Édouard était trop jeune pour partir avec moi, mais elle voulait essayer de sauver au moins un de ses enfants. J'étais celui-là. C'est la dernière fois que j'ai vu mon petit frère Édouard. Après la phase des arrestations, vient la phase de l'internement. Suzanne et Édouard arrivent au camp de Pithiviers le 21 juillet 1942. Ils y restent enfermés jusqu'au 15 août 1942.
Grâce aux archives nationales, nous pouvons vous montrer les fiches qui sont établies à l'arrivée et au départ du camp. Le camp se situe près de la gare. Il est créé en 1939 et ferme en 1944. Au départ, il est créé pour accueillir des prisonniers de guerre français. Cependant, à partir de mai 1941, des Juifs y sont enfermés. Un camp d'internement est un lieu où l'on enferme des individus d'origine juive avant leur déportation. Le rôle des camps d'internement n'est pas de tuer les Juifs qui y sont internés, mais bien de les garder enfermés pendant un temps en attente d'être déportés dans les camps de concentration ou des centres de mise à mort, comme par exemple Auschwitz-Birkenau en Pologne. Le camp de Pithiviers se trouve en France, dans le Loiret. Pithiviers se situe à environ 26 km de Trénoux, 44 km d'Orléans et 80 km de Paris. Les conditions de vie sont très dures car les personnes mangent seulement un repas par jour. Le camp est surveillé par la police française. 6 convois partent de Pithiviers les 25 juin, 17 juillet, 31 juillet, 3 août, 7 août et 21 septembre 1942 en direction de Auschwitz-Birkenau. Cela représente plusieurs milliers de personnes, hommes, femmes et enfants. Comme Annette Muller, Édouard est interné au camp. On imagine qu'il fait les mêmes constats qu'Annette à son arrivée. Le camp était entouré de fils de fer barbelés épais. Aux 4 coins, des gendarmes dans des miradors braquaient jour et nuit des fusils. Au-delà, on apercevait le clocher de l'église du village tout proche. Il y avait une vingtaine de baraques de bois. Devant certaines, des bandes de ciment, étroites, avec des trous espacés. Les latrines. Dans la journée, les gens, accroupis et culottes baissées, faisaient leurs besoins aux yeux de tous. Nous avions peur d'y aller. D'énormes vers blancs y grouillaient. Aujourd'hui, il ne reste aucune trace du camp dans la ville, hormis une stèle à la mémoire des victimes de la Shoah. Tous ensemble, nous y avons retrouvé le nom d'Édouard. Il figure en effet sur le mur des noms des enfants. Suzanne et Édouard sont transférés le 15 août 1942 au camp d'internement de Drancy, près de Paris. Les archives nationales nous ont envoyé leurs fiches. Suzanne y reste jusqu'au 31 juillet 1943, tandis qu'Édouard en part une première fois, le 4 septembre 1942, pour des raisons de santé. Le camp d'internement de Drancy se situe au nord de Paris, dans la cité de la Mouette, dans la ville de Drancy. Il est construit entre 1931 et 1937. Il s'agit au départ d'habitations à Loyer-Beaumarchais. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le camp de Drancy est un camp de transit utilisé par les nazis. Il sert à détenir des personnes avant de les déporter vers d'autres camps. Le camp de Drancy est opérationnel de 1941 à 1944 pendant la Seconde Guerre mondiale. La police française surveille les camps. Près de 63 000 personnes, principalement des Juifs, sont déportées depuis le camp de Drancy entre 1942 et 1944. La plupart d'entre elles sont envoyées vers Auschwitz-Birkenau, où malheureusement elles sont assassinées. Les constructions sont inachevées, les conditions de vie au camp de Drancy sont extrêmement difficiles. Les conditions d'hygiène sont déplorables et la faim est permanente. Les espaces sont surpeuplés. Les détenus sont soumis à des traitements inhumains. Aujourd'hui, près de l'ancien camp de Drancy, on trouve un musée mémorial. Les anciens immeubles sont devenus des logements. Nous découvrons sur la fiche de Drancy qu'Édouard est hospitalisé à l'hôpital Claude Bernard à partir du 4 septembre 1942. Nous ne sommes pas sûrs, mais nous pensons qu'il y reste longtemps. D'après notre enquête, jusqu'en avril 1943. Suzanne et Édouard vivent donc séparés pendant tout ce temps. Édouard n'a que 3 ans. Pendant qu'Édouard est éloigné de Drancy, Suzanne y reste enfermée pendant 1 an. Puis elle est déportée par le convoi 58 le 31 juillet 1943 au camp d'Auschwitz-Birkenau en Pologne. Le processus de la Shoah se poursuit. Mais Suzanne réussit à échapper aux sélections et reste dans le camp de concentration de Birkenau. Nous ne savons pas comment elle a survécu, car elle n'a jamais raconté à Serge ce qu'elle a traversé.
L'UDJIF est l'acronyme de Union Générale des Israélites de France. L'UDJIF est un organisme créé par une loi française du 29 novembre 1941. Cet organisme permet de représenter les Juifs auprès des services de l'État. Il permet d'assister les familles, notamment, et d'accueillir les enfants devenus orphelins après le départ de leurs parents. C'est le cas d'Édouard. Tous les Juifs demeurant en France sont tenus d'y adhérer. Le rôle de cet organisme soulève encore de nombreuses questions, notamment à cause des maisons d'enfants, comme celle où Édouard, qui ont servi de piège pour les rafles de la Gestapo. Grâce au microfilm conservé de l'UDJIF, nous savons qu'Édouard a eu beaucoup de soucis de santé. D'après notre enquête, nous savons qu'il est conduit chez un médecin ORL, Dr Veil, rue Daumier, le 15 avril 1943. À la suite de cette consultation, il quitte l'hôpital Claude Bernard le 22 avril 1943. Il est alors confié à l'UDJIF. Il est d'abord envoyé à Montgeron, puis accueilli dans un orphelinat, le centre numéro 40, à Neuilly-sur-Seine, à partir du 25 mai 1943. Il ne retrouve donc pas sa maman à Drancy et ne la revoit jamais. Édouard semble avoir des soucis de santé liés au système ORL. Ainsi, nous retrouvons sa trace le 4 octobre 1943. Il a alors rendez-vous dans le service ORL à l'hôpital Rothschild, à Paris. Ce rendez-vous entraîne ensuite une nouvelle hospitalisation, le 14 octobre 1943, à l'hôpital des enfants malades. C'est vraisemblablement au cours de cette période qu'Édouard fait la connaissance d'Hélène Baird, une jeune femme bénévole auprès de l'UDJIF, célèbre pour son journal intime, publié en 2008. Édouard est envoyé à l'hôpital des enfants malades le 14 octobre 1943. Cet hôpital se situe au 149 rue de Sèvres, dans le 15e arrondissement de Paris. Il est regroupé en 1926 avec l'hôpital Necker. Il se fait désormais appeler l'hôpital Necker Enfants Malades. Grâce à l'Holocaust Museum de Vancouver, nous avons retrouvé la trace d'Édouard dans le journal d'Hélène Baird. Hélène Baird est une jeune Française, autrice d'un journal relatant sa vie de 1942 à 1944. Il est publié pour la première fois en 2008. Elle meurt du typhus à Bergen-Belsen en avril 1945. Voici les 3 extraits où il est question d'Édouard. Jeudi soir, 28 octobre 1943. Ce matin, à 9h, j'étais aux enfants malades pour prendre des nouvelles d'un de mes petits. J'ai traversé la salle avec ses petits lits blancs et tous ces petits enfants dressés sur leurs oreillers. C'est lui, Doudou, qui m'a reconnu. Moi, je l'ai reconnu au sourire radieux qu'il m'a fait, car il était beaucoup plus beau qu'avant, avec ses cheveux roux bouclés. Mercredi 17 novembre 1943. Je reviens de l'hôpital des enfants malades, où une surveillante m'avait convoqué à cause d'un enfant. Une femme de cœur et d'intelligence voulait sauver Doudou. Je lui ai expliqué qu'il n'y avait rien à faire, qu'il était bloqué. Elle saisit ses hésitations vis-à-vis de l'UDJIF et cela m'a fait de la peine. Les enfants bloqués sont des enfants dont les parents ont été déportés et que les Allemands ont remis aux orphelinats de l'UDJIF avec interdiction de les faire sortir. La plupart de ces enfants bloqués seront ultérieurement déportés. Mardi 1er février 1944. Hier matin, était chercher Doudou à l'hôpital. Ses infirmières et les enfants ne voulaient pas le laisser partir. Une fois sorti de l'hôpital, Édouard est toujours pris en charge par l'UDJIF. À partir du 15 février 1944, il est accueilli à l'orphelinat de la Varenne-Saint-Maur, plus précisément à la pension Zisman. Grâce à Michel Glutot et à l'ouvrage qu'il nous a envoyé, intitulé Les orphelins de la Varenne, 1941-1944, nous avons imaginé les derniers mois d'Édouard en France. 3 maisons d'enfants juifs se situent à Saint-Maur-la-Varenne. Parmi ces 3 maisons se trouve la pension Zisman. Elle se situe rue Saint-Hilaire, au sud-est de Paris. Édouard arrive dans cette pension à partir d'avril 1943. Dans la nuit du 21 au 22 juillet 1944, le capitaine SS Alois Brunner ordonne la rafle des maisons d'enfants juifs.
La pension Zisman, dont Édouard fait partie, est visée, ainsi que l'orphelinat Bey Siesoïmine. Au total, 28 orphelins juifs sont arrêtés. Ces enfants âgés de 4 à 11 ans sont mis dans des autobus puis conduits à Drancy. Albert Serman, rescapé de cette rafle, raconte son histoire dans un témoignage unique et bouleversant. Nous sommes le 20 mai 2012. À La Varenne, petite ville charmante des bords de Marne, s'est déroulé, à 1 mois de la libération, un drame épouvantable, la déportation des enfants de l'orphelinat. La machine à remonter le temps va s'arrêter le 22 juillet 1944, date qui va rester à tout jamais dans les mémoires. Ce jour d'été, a priori comme les autres, va se transformer en un cauchemar pour ceux qui l'ont vécu, et ceux, si rares, qui ont survécu. Rien ne laisse présager ce qui va suivre, si ce n'est qu'il règne alors une animation inaccoutumée. Des préparatifs de départ s'organisent. Les enfants âgés de 4 à 11 ans sont brutalement réveillés. Les monitrices s'efforcent de calmer leurs angoisses. Je suis avec mes camarades quand le destin va se manifester une première fois. Pris de vomissements, je suis emmenée à l'infirmerie par une employée non juive, puis à son domicile, au premier étage, d'où je vais être le témoin horrifié de scènes insoutenables. Les 28 orphelins, dont Édouard, vont être précipités dans les autobus de la honte, avec baluchons et matelas, puis conduits à Drancy. Édouard revient à Drancy, le 23 juillet 1944. Il a 4 ans et demi. Alors que Paris est libéré, il est conduit à la gare de Bobigny et déporté par le convoi 77 le 31 juillet 1944. Le convoi 77 est le dernier grand convoi de déportation de Juifs de France. Le convoi 77, dans lequel a été emmené Édouard, part le 31 juillet 1944 de la gare Paris-Bobigny à destination du centre de mise à mort d'Auschwitz-Birkenau. Il arrive dans la nuit du 3 août. La déportation se fait par train. Les gens sont entassés dans des wagons à bestiaux, sans eau ni nourriture. Le convoi 77 compte 1310 personnes, 986 hommes et femmes, 324 enfants, dont 125 ont moins de 10 ans. Édouard en fait partie. Le processus génocidaire arrive à son terme. Édouard, âgé seulement de 4 ans et demi, meurt, assassiné au centre de mise à mort d'Auschwitz-Birkenau le 5 août 1944. Début de l'année 1942, Birkenau devient le lieu d'assassinat des Juifs de France, entre autres. Auschwitz-Birkenau est situé en Pologne, à 1483 km de Trénow. Les détenus arrivent de toute l'Europe en train, souvent après plusieurs journées passées dans des wagons à bestiaux. Au moins 1,3 million de personnes sont déportées à Auschwitz, dont 1,1 million de juifs. Parmi ces derniers, près d'1 million y sont assassinés, dont 69 000 juifs de France, dont Édouard. Ce film est l'aboutissement de notre enquête. Un travail que nous menons depuis octobre 2023. Pour Édouard, n'oublions jamais. Le processus génocidaire de la Shoah a conduit à l'assassinat d'Édouard, un enfant de 4 ans et demi. N'oublions jamais. Tout ce travail d'investigation, essentiel à la mémoire de la Shoah, nous a permis de retracer le parcours de ce petit garçon. Ainsi, nous redonnons vie au court destin d'Édouard. C'est notre façon à nous de lui offrir une place dans la mémoire collective. Nous souhaitons également transmettre à Serge, son grand frère, qui a eu la gentillesse de nous accorder du temps depuis Vancouver, le fruit de notre travail. Enfin, chers camarades de CM2, l'ultime étape de notre enquête, survivre à la Shoah. En 1939, la famille Weyerreb, qui comprenait 4 personnes, n'en compte plus que 3 en 1945, au moment de la libération officielle de la France. Suzanne, la maman de Serge et Édouard, survit. Elle rentre en France en mai 1945. Quant à Solomon, le père d'Édouard et Serge, il remonte sur Paris après plusieurs années à vivre caché et dans la peur d'être arrêté. À travers notre enquête, nous avons essayé de reconstituer le parcours de Serge, un enfant caché,
comme Annette Müller, jusqu'à ses retrouvailles avec son papa et sa maman. Serge survit à la Shoah car il devient un enfant caché jusqu'à la libération de la France. Sa clandestinité commence le 16 juillet 1942 lorsqu'il quitte l'appartement familial de Paris. Seul, âgé de 11 ans, il quitte Paris par le train. Il arrive alors à la gare d'Orléans où il prend un car pour Tigy. De Tigy, il va à pied jusqu'à la ferme de René et Marguerite Poignard à Neuvy-en-Sulliaz dans le Loiret. La peur au ventre, il arrive tard le soir. Il nous a confié avoir un souvenir très difficile de ce parcours. Dans le dossier de Yad Vashem, Serge raconte « Le long voyage s'est passé sans accident et je suis arrivé à la ferme La Petite Croix. La famille Poignard était en train de dîner, totalement surprise par mon arrivée inattendue. Ils m'ont reçu comme si j'étais leur propre fils et les enfants comme si on était frères et sœurs. Immédiatement après mon arrivée, les précautions sont organisées en cas de danger. Des cachettes dans la buanderie, dans le grenier, dans la grange, avec un lit aménagé dans la paille, avec nourriture et livres. Je ne sortais que rarement en dehors de la ferme, et aussitôt qu'on entendait la sonnette à l'entrée de la ferme, il fallait se préparer à se cacher rapidement. Serge reste quelques mois chez la famille Poignard, jusqu'en octobre 1942. Son oncle, Samuel Solnika, vient le chercher pour tenter de passer en zone non occupée et retrouver son père, Solomon. Ils réussissent, malgré les risques immenses. Ainsi, jusqu'à la libération, Serge vit caché, avec ses cousins, errant de ville en ville, pour ne pas être attrapé. Il ne voit que très rarement son papa pour ne pas éveiller les soupçons. Il termine sa clandestinité dans la région de Grenoble. Comme Annette Müller, il se cache quelques mois dans un orphelinat à Villard-de-Lans. Puis Solomon et lui rentrent à Paris. La vie y est difficile. Leur appartement est occupé. Ils ne parviennent jamais à le reprendre, tandis qu'il faut beaucoup de temps et d'avocats pour retrouver la propriété du magasin. Alors que Solomon et Serge vivent une vie de clandestin, Suzanne survit au camp de concentration de Birkenau. Son matricule est le 52-292. Le camp de concentration de Birkenau est construit à partir de mars 1941. Les premiers convois de déportés y arrivent à partir de 1942. Auschwitz-Birkenau compte le plus grand nombre de prisonniers. Il est divisé en 10 sections séparées par des fils barbelés électrifiés. Des gardes SS y font des patrouilles, le plus souvent accompagnés de maîtres chiens. Le camp sépare les femmes et les hommes. Tous les détenus sont obligés de faire des travaux forcés. Le travail est très pénible, les conditions de vie sont inhumaines, très peu de nourriture, pas d'hygiène, beaucoup de maltraitance physique. Un camp de concentration est un lieu fermé de grande taille. Il est construit pour regrouper et pour détenir une population souvent dans de très mauvaises conditions de vie. Ce camp est libéré le 27 janvier 1945 par l'armée rouge, c'est-à-dire les soviétiques. Aucun document concernant Suzanne n'a été retrouvé au musée d'Auschwitz. Nous savons toutefois qu'après Birkenau, elle est transférée au camp de Ravensbrück. Elle est libérée à Ludwig-Lust le 3 mai 1945. Elle est ensuite rapatriée en France et arrive au Lutetia, à Paris, le 19 mai 1945. Serge et Solomon s'y rendent pour la retrouver. L'hôtel Lutetia est un hôtel de luxe du 6e arrondissement de Paris, situé au 45 boulevard Raspail. Pendant l'occupation, le service de renseignement et de contre-espionnage nazi y installe son quartier général pour mener la lutte contre la résistance. Après la libération, d'avril 1945 à août 1945, l'hôtel accueille les rescapés des camps de concentration nazis. Parmi les 76 000 déportés juifs de France, seulement 2500 environ reviennent. C'est là-bas que Serge et son père retrouvent sa mère.
Les rescapés cherchent à contacter leur famille. Chaque jour à la radio, les noms des rapatriés sont cités afin que les proches sachent s'ils sont revenus. On y retrouve maintenant une plaque rendant hommage aux déportés accueillis à l'hôtel. Je vais vous lire maintenant un passage du témoignage de Serge. Lorsque les gens des camps arrivaient à Paris, ils séjournaient dans un hôtel appelé l'hôtel Lutetia, où se trouvait le siège de la Gestapo pendant la guerre. Un jour, j'ai écouté la radio lorsque le nom de ma mère a été annoncé. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôtel, il y avait des centaines de personnes à l'extérieur, et ils criaient tous. Lorsque les survivants ont commencé à sortir, ils se sont retrouvés face à des centaines de personnes qui tenaient des photos de leurs proches, les cherchaient et leur demandaient « Avez-vous entendu parler de cette personne ? Connaissez-vous quelqu'un de ce nom ?» Ils avaient tous des photos des membres de leur famille, mais très peu de ces personnes disparues sont revenues. Mon père et ma mère ont eu de la chance. Malheureusement, 5 ou 6 de ses frères et sœurs et certains frères et sœurs de mon père n'ont pas survécu. Je ne peux pas expliquer ce que j'ai ressenti lorsque j'ai revu ma mère, parce que je ne l'ai pas reconnue. Venant des camps, elle était mal nourrie et elle avait un regard sur son visage dont je ne me souvenais pas, que je ne reconnaissais pas. Elle m'a reconnue et elle était bouleversée, mais elle était différente. Elle avait été libérée, mais ce qu'elle avait vu et subi dans les camps, cela l'avait changée. Je ne peux pas l'expliquer, mais il y avait quelque chose de vide en elle. Elle était comme un fantôme du passé. Après bien des déconvenues, Solomon et Suzanne décident de quitter la France et de partir vivre au Canada. Ils s'y installent en 1947. C'est au Canada que Serge change son nom Wayenreb en Vanry. Il nous a expliqué que c'était pour s'intégrer et s'assimiler plus facilement dans ce nouveau pays. Il faut plusieurs dizaines d'années avant que Serge ne découvre ce qui est arrivé à son petit frère Édouard. Au cours de notre enquête, nous avons d'ailleurs constaté que ce n'est qu'en 2011, soit 67 ans après sa mort en Pologne, qu'Édouard est déclaré officiellement mort en déportation. Enfin, notre enquête nous a conduits à entrer en relation avec les descendants de René et Marguerite Poignard, en particulier Éléonore, que nous remercions pour toute l'aide précieuse qu'elle nous a apportée. René et Marguerite Poignard ont reçu le titre honorifique de Juste parmi les nations en 2018 à titre posthume. Tout ce travail de recherche est aussi une façon de rendre hommage à leur acte héroïque qui a sauvé Serge. Ce titre est décerné par l'État d'Israël et par le mémorial de Yad Vashem qui est situé en Israël. Yad Vashem est le centre de documentation, de recherche, d'éducation et de commémoration de la Shoah. Les Justes parmi les nations sont les personnes non juives qui ont aidé des personnes juives victimes de la Shoah en mettant leur propre vie en danger sans contrepartie. Les noms des Justes de France sont inscrits dans l'Allée des Justes, en France, dans le 4e arrondissement de Paris, près du mémorial de la Shoah. Les personnes honorées sont reconnues pour leur courage, leur humanité et leur héroïsme. En 2022, on compte près de 28 000 Justes dans le monde entier. La famille Poignard a elle aussi été décorée du titre de Juste parmi les nations. Ils reçoivent cette décoration en 2018, à titre posthume, pour avoir caché pendant plusieurs mois Serge Vanry. Les noms du couple Poignard figurent désormais sur le mémorial de Yad Vashem. Chers camarades de CM2, ici s'arrête notre enquête sur Édouard Wayenreb. Pour conclure, nous souhaitons remercier toutes les institutions et toutes les personnes qui ont contribué à l'élaboration de ce projet. Nous remercions les Archives nationales, les Archives de Paris, la Division des archives des victimes des conflits contemporains, le Mémorial de la Shoah, le Holocaust Museum de Vancouver, Yad Vashem, Vadar Olsen. La famille Vanry, la famille Poignard, Michel Luto de l'association contre les enfants de l'oubli, nos professeurs, Madame Bernat, Madame Pourriot et tout particulièrement Serge, le frère d'Édouard, qui a accepté depuis Vancouver de répondre à nos questions pendant 1h30 dans sa langue maternelle, un exercice ô combien difficile pour lui à 92 ans.